Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une deuxième enquête paranormale. Elle va être un peu particulière. Déjà, la première chose, c'est que je vais vous donner l'emplacement du lieu. C'est un lieu qui est complètement public. Et pourquoi je vous le donne? Parce que, vous allez voir qu'il reste encore une tour qui est abandonnée. Vous n'allez pas pouvoir casser grand chose là-bas. Et puis surtout, c'est parce qu'il y a un panorama qui est magnifique. Et que, voilà, si vous êtes de Clermont-Ferrand, c'est un endroit que je vous conseille de visiter au moins une fois. Même dans un cadre complètement hors paranormal, parce que c'est juste un endroit qui est magnifique. Avec un panorama à 360 degrés. Vous allez voir ça dans la suite de cette vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est le château de Montrognon. Donc si vous voyez derrière ma tête, à travers les branches, il y a le reste de la tour qui est là-bas. Ça sera probablement en deux vidéos. Une première partie où ça sera simplement une visite de jour avec l'explication de l'histoire qui s'est passée ici. Sur ce, je vous dis bonne découverte. Enjoy pour la visite de jour et si jamais vous n'êtes pas spécialement intéressé par l'histoire, etc., vous pouvez sauter directement sur la vidéo de la visite de nuit, l'investigation. Sur ce, bonne vidéo. Le château de Montrognon, en tout cas ses ruines, sont bâtis au sud de Clermont-Ferrand et dans la petite commune de Serrat. Il fut construit vers 1190 par Robert Ier. Le plan formait une sorte de trapèze entouré de bâtiments destinés au seigneur et à sa famille, ainsi qu'à une garnison de 100 hommes d'armes environ. La porte, en vue de Serrat, était précédée d'un pont-levis et d'un fossé. Ce château fut démantelé et rasé en partie en 1633, sur ordre du roi auquel il appartenait. L'une des principales tours restantes s'écroula en 1828 et une portion de la tour ainsi qu'un pan de muraille fut entraîné par le vent en février 1840. Ces ruines devinrent une carrière pour les habitants de Serrat. Sur l'affirmation que des milliers de pièces d'or se trouvaient sous Montrognon, Auguste Vignon et Joseph Gouny piochaient depuis 2 ans dans l'espoir de découvrir un trésor enfui à l'époque des Templiers. Le 23 avril 1884, ils furent ensevelis sous un éboulement dans leur trou creusé d'environ 10 à 12 mètres. Auguste fut tué sur le coup, et Joseph fut sorti de sa tombe provisoire après 7 jours et 17 heures de travail. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule tour à moitié effondrée. Cependant, des consolidations ont été faites pour ce qu'il en reste survivre au point du temps. L'endroit est facilement accessible, même pour des enfants. Depuis Serrat, une route semi-goudronnée monte jusqu'à une antenne téléphonique qui est située 200 mètres en dessous de la tour. Puis un chemin en cailloux mène au sommet et à sa tour. Attention à la hauteur. Je vais découper ce terrain en 3 zones différentes. La première, l'entrée, où on a une zone d'herbe assez large, de quoi faire passer facilement 2 voitures côte à côte, bordée par des arbustes d'1,50 m environ de hauteur. C'est une zone herbeuse. C'est le seul chemin qui accède directement à la tour de manière aménagée. Enfin, la tour est entourée d'arbustes, divers et variés, assez denses, qui est difficile à traverser. Ce chemin en cailloux mène à une deuxième zone que je vais appeler la forêt, même si c'est pas une forêt en soi. Je l'appelle comme ça, simplement parce que c'est la seule zone qui est à la fois boisée et assez dégagée au niveau du sol pour qu'on puisse s'y balader. Cette zone est segmentée de plusieurs petits chemins, séparés en altitude et le long de la pente. Les projecteurs de lumière dans leur cage ne sont plus actifs. Hors de ces chemins, les parois sont plutôt rocheuses. La tour est visible depuis n'importe quel endroit de cette zone. Et à l'inverse, cette petite place est visible depuis n'importe quel endroit en altitude. L'ensemble des chemins s'y croisent, devant un grand fossé qui est facilement reconnaissable. Du côté nord de la zone, et sur le chemin du bas, la pente devient beaucoup plus abrupte. Elle se termine sur les fameux arbustes, difficilement franchissables ou bien il faut se faufiler. Une sorte de petit chemin, assez raide, suit l'ensemble de la pente pour remonter jusqu'en haut. Quant au chemin situé sur le haut, si on va tout au bout, on peut apprécier la façade nord de la tour. La surface y est aussi plus aplanie, ce qui permet notamment ce qui est pique-nique ou en tout cas entreposage d'affaires. L'extrémité de cette place nous fait retomber sur le fossé reconnaissable, ainsi que le chemin qui permet de redescendre à la place visible de partout. Son chemin opposé permet de rejoindre le chemin en cailloux, et permettant ainsi d'accéder à la 3e zone, la tour. Après une 50aine de mètres un peu escarpés, j'arrive enfin sur la façade sud de la tour, du moins la façade qui s'est écroulée.
Sur estimation personnelle, je considère que les ruines de cette tour font à peu près 8 à 10 mètres. Le mur n'est pas loin du mètre d'épaisseur. En longeant le côté ouest, ce petit mur nous permet de nous séparer du fossé reconnaissable. Depuis le côté nord, on peut voir l'entrée officielle ainsi que sa façade, témoignant encore de l'endroit où étaient les étages. À l'intérieur de la tour, il n'y a qu'un seul engravier. Par contre, on peut profiter du magnifique panorama sur le côté sud. Je vous montre maintenant le petit chemin qui longe à l'est de la tour. Et il y a aussi deux places qui permettent du coup d'avoir un panorama à 360 degrés. Une place du côté du sud. Une place du côté du nord. En conclusion, au niveau météo, j'ai pas de vent. 5 degrés Celsius, pas de vent, il fait assez froid. C'est donc avec ce magnifique panorama que je vais vous laisser du coup pour la visite de jour. À tout à l'heure avec cette magnifique vue du coup, puisque vous allez la voir de nuit.